IA, outil ou imposture. Alors le but ici, ce n'est pas de choisir un camp, de dire pour ou contre. Non, ce qu'on va essayer de faire, c'est de comprendre ce que cette technologie change en profondeur dans notre rapport à la connaissance, à la création et finalement à la compétence humaine. Regardez bien cette image. On y sent de la colère, de la peur, n'est-ce pas? C'est un peu le visage du débat actuel sur l'intelligence artificielle. On entend crier au vol, à la mort de l'art, à l'imposture, et franchement, ce cri est légitime. Quand une machine fait en 3 secondes ce qui nous prend 3 jours, la première réaction, c'est de se défendre. Mais, et si on faisait un pas de côté? Si on arrêtait de regarder le problème en face, pour s'interroger sur ce que la machine révèle en fait sur nous-mêmes? Bon, il faut remettre les choses en perspective. Cette angoisse qu'on ressent, elle n'est pas du tout nouvelle. À chaque fois qu'une nouvelle technologie artistique débarque, c'est le même trouble, parfois même la panique. Tenez, en 1859, Charles Baudelaire voit arriver la photographie et sa réaction est épidermique. Pour lui, on confondait tout, la reproduction mécanique et l'intention de l'artiste. C'est un débat qui résonne de façon incroyable aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui est vraiment différent cette fois-ci ? Pour le piger, il faut qu'on s'arrête sur une distinction qui est absolument fondamentale. La différence entre 2 types de connaissances. C'est vraiment le concept qui va tout éclairer. D'un côté, on a ce qu'on appelle la connaissance explicite. C'est simple, c'est tout ce qui peut s'écrire, se coder, se transmettre. Une recette de cuisine, un algorithme, un tuto sur YouTube. Le problème avec cette connaissance, c'est qu'une fois qu'elle est écrite, eh bien, elle n'appartient plus vraiment à son créateur. Elle peut être copiée, partagée, voire volée. L'histoire de la porcelaine chinoise, c'est l'exemple parfait. Pendant des siècles, son secret de fabrication était gardé comme un trésor. Et puis, au XVIIIe siècle, un jésuite, le père d'Entrecolles, va vivre sur place, observer les artisans et tout noter. Son arme, juste une plume et du papier. Il a écrit la recette, l'a envoyée en France, et d'un coup, l'Europe entière savait faire de la porcelaine. Il a transformé un secret jalousement gardé en simple connaissance explicite. Et de l'autre côté, il y a la connaissance tacite. Ah, celle-là, elle est différente. C'est le savoir-faire qui est dans le corps, dans l'expérience, dans le geste. Le coup de pinceau de Van Gogh, le toucher d'un pianiste virtuose. C'est ce truc qui ne s'explique pas avec des mots, qui ne s'apprend que par la pratique. Pendant des millénaires, les artistes étaient tranquilles. On pouvait voler leurs tableaux, oui, mais pas leurs gestes. L'analogie est toute simple. Imaginez que vous lisez le meilleur bouquin du monde sur l'art de jongler. Tout y est, les lois de la gravité, les trajectoires, le poids des balles. Vous avez toute la connaissance explicite. Maintenant, on vous donne 3 balles. Et elles tombent par terre. Pourquoi ? Parce que savoir comment ça marche, ce n'est pas savoir le faire. Ça, c'est la connaissance tacite. Et c'est là, précisément là, que tout bascule. Voilà ce qui est radicalement nouveau. L'IA générative, en analysant des milliards d'images, a réussi l'impossible. Elle a transformé la connaissance tacite, le style, le coup de main, le savoir-faire visuel, en connaissance explicite. Elle a transformé le geste en une série de poids mathématiques dans un modèle. En gros, elle a hacké la compétence technique humaine. Ok, alors pour dépasser la peur et vraiment comprendre de quoi on parle, il est temps d'ouvrir la fameuse boîte noire. Démystifions un peu le fonctionnement de cette technologie. Premier mythe à faire tomber, l'IA c'est juste du collage, du copier-coller. Pas du tout. L'IA ne fait pas de collage, elle sculpte à partir du bruit. Le processus s'appelle la diffusion. Imaginez, d'abord, on détruit. On prend une image nette et on lui ajoute du bruit, encore et encore jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un chaos de pixels. Ensuite, on crée. L'IA apprend à faire le chemin inverse. Elle part de ce bruit pur et petit à petit, elle le nettoie pour faire émerger une image. Ce n'est pas une copie, c'est une sorte d'hallucination mathématique contrôlée. Voilà, c'est exactement ça. Il faut bien comprendre que l'IA n'a pas une banque d'images, de pattes, de museaux qu'elle assemble, non. Elle a appris le concept, l'idée statistique de ce qu'est un chien, après en avoir vu des milliers. Et à partir de là, elle en génère un tout nouveau à la demande. Deuxième mythe, l'IA serait intelligente. Quand une IA dessine une main, elle ne pense pas os, muscles, tendons. Elle ne sait même pas ce qu'est un doigt. Elle sait juste que, statistiquement, à côté d'un pixel couleur peau, il y a souvent un autre pixel couleur peau. Elle ne fait que répéter la forme sans jamais comprendre le fond. C'est pour ça qu'elle a longtemps fait des mains à 6 doigts. Elle ne pige rien à la biologie, elle imite juste un motif. C'est un perroquet visuel en quelque sorte. Et ce qui est fou, c'est que cette erreur de la machine est devenue une arme pour les humains. Pendant un temps, la main à 6 doigts, c'était le signe infaillible d'une image IA. Des petits malins en ont profité. Ils ont acheté de faux doigts en plastique pour se filmer avec et ensuite clamer « Regardez, j'ai 6 doigts, donc cette vidéo est un deepfake ». L'erreur de la machine est devenue une technique humaine pour semer la confusion. Incroyable, non ? Troisième mythe, l'IA serait neutre. On se dit, une machine qui fait des maths, ça n'a pas de préjugés. C'est bien plus compliqué. L'IA est entraînée sur quoi ? Sur Internet. Et Internet, c'est le reflet de nos sociétés, avec tous nos biais. L'IA absorbe tout ça et ne fait que le reproduire. Demandez-lui une image de PDG.
Dans 95% des cas, le résultat, c'est un homme blanc en costume. L'IA n'est pas un juge impartial, c'est un miroir statistique de nos propres stéréotypes. Et enfin, le quatrième grand mythe, si c'est facile, ce n'est pas de l'art. Cette idée que la valeur artistique vient forcément de la sueur, de la difficulté technique. Mais attendez, ce débat, on l'a déjà eu des dizaines de fois. Dans les années 1850, les peintres disaient exactement la même chose de la photographie. Mais la photo est devenue un art, pas parce que c'était difficile d'appuyer sur le bouton, mais parce que l'intention et la vision derrière le geste, elles, étaient complexes. Ce que l'IA change, c'est juste le lieu de la difficulté. Elle passe du geste à la vision. Bon, maintenant qu'on comprend un peu mieux la machine, la vraie question se tourne vers nous, vers l'humain. Quel est notre rôle quand la technique devient aussi accessible? Où est-ce que la valeur va se nicher maintenant? Voilà, pour moi, le grand basculement. Hier, la valeur créative a été principalement dans le geste, dans la maîtrise technique, dans l'exécution manuelle. Aujourd'hui, comme l'exécution est de plus en plus automatisée, la valeur humaine se déplace massivement vers l'intention, vers la vision, la curation, la direction artistique, bref, la capacité à créer du sens. Il y a une vieille expérience de cinéma qui le prouve brillantement, c'est l'effet Kuleshov. Dans les années 20, le cinéaste Lev Kuleshov montre à un public le même plan d'un acteur au visage neutre. Mais il le monte à côté d'images différentes. Un bol de soupe, un cercueil, une femme. Eh bien, le public a projeté de la faim, de la tristesse ou du désir sur ce visage qui pourtant ne changeait jamais. La conclusion est géniale, le sens n'est pas dans l'image, il naît dans l'esprit de celui qui la regarde. Alors, quand on entend que créer avec l'IA, c'est juste taper une phrase, il faut regarder la réalité d'un processus créatif. Ça part d'une intention, d'un brainstorming, puis on génère des centaines d'images, on en sélectionne moins de 1%, puis on les retouche, on les assemble, on les calibre. Ce n'est pas un bouton magique. C'est un nouveau métier, un travail de directeur artistique, d'orchestrateur. Alors, comment on fait pour passer de simple utilisateur à véritable créateur? Comment on transforme ces possibilités techniques en œuvres qui ont une âme? Voici quelques pistes pour passer du rôle de simple prompteur à celui de véritable metteur en scène. 5 conseils très concrets. Premièrement, devenir directeur de la photographie. Parlez à l'IA avec des termes de cinéma. Lumière rasante, golden hour, clair-obscur. Deuxièmement, définir le médium. C'est la texture qui donne l'âme. Demandez une matière, dessin au fusain, photo polaroid granuleuse. 3. La composition, c'est la base. Utilisez les termes de la photo. Plongée, grand angle, plan macro. 4. L'ordre des mots est crucial. Structurez vos demandes. D'abord le sujet, puis le contexte, puis le style. Et 5. Le plus important, la curation devient le super pouvoir. La première image n'est jamais la bonne. Il faut générer en masse et choisir avec un œil critique. C'est le regard du créateur qui fait l'œuvre. Finalement, l'IA, c'est un miroir technologique surpuissant. Il renvoie ce qu'on y met. Si l'image qu'elle génère est vide, c'est peut-être qu'il n'y avait aucune intention derrière. On peut voir l'IA comme un pinceau aux possibilités infinies. Mais ce pinceau, il attend toujours une main pour le tenir. Et plus important encore, il attend un esprit pour le guider. L'IA génère des possibilités. Mais c'est l'humain qui donne une direction, qui choisit, qui relie les champs entre elles, qui raconte une histoire. L'œuvre ne s'arrête pas à la génération de l'image. Elle continue dans ce que chacun va imaginer, tester et transformer. Aujourd'hui, ce pinceau est accessible à beaucoup plus de monde. La question n'est plus de savoir si c'est un outil ou une imposture. La vraie question, c'est qu'allons-nous en faire ?